Merci, Hafed, pour ces bons mots. Donc, merci d'être là. Je vais vous parler aujourd'hui de l'apprentissage des artefacts logiciels à partir d'exemples en utilisant la programmation génétique. Donc, comme vous pouvez le voir, je fais partie du groupe GEOD, qui est le groupe de recherche en génie logiciel à l'Université de Montréal. J'ai essayé de mettre quelques mots-clés de notre recherche. Donc, on travaille sur la modélisation, le design, l'apprentissage machine, les méthodes de recherche, le Search-Based Software Engineering. Donc, on travaille sur la programmation. Donc, on touche à plein de choses. Et la présentation d'aujourd'hui, en fait, est un bon exemple où on combine beaucoup de choses qui sont liées au développement et à la maintenance du logiciel. Donc, Tu enregistres? oui, OK. ouais, c'est parfait. Donc, c'est juste mon truc, il n'avance pas. Ah, parfait. Donc, si je résume un peu quelle est la ligne directrice de ma recherche depuis le début de mon PhD il y a un peu plus qu'une trentaine d'années, je dirais c'est pousser un peu la limite de l'automatisation dans le développement et la maintenance du logiciel. Donc, souvent, qui dit automatisation dit disponibilité des connaissances. Et donc, tout le processus de production des connaissances qui nous amène à automatiser un certain nombre de tâches qui sont par définition difficiles à automatiser. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et de voir comment je peux produire cette connaissance ou au moins la trouver, la structurer, et ainsi de suite. Juste pour donner un exemple, un peu pas lié à la production logicielle, mais un peu similaire, c'est la production automobile. Donc, cette image-là, c'est une image des chaînes de production des automobiles dans les années 50. On voit que les automobiles de l'époque, ce n'était pas très compliqué. Je dirais que c'était simple, c'était beaucoup de la mécanique et tout. Et ça se faisait pas mal manuellement. Ça marchait bien et puis tout ça. Et puis de ça, on est passé maintenant à quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ça. Où les automobiles sont devenus des choses très complexes avec une multitude de systèmes qui interagissent, des systèmes cyberphysiques. Mais comme on peut le voir, une grosse partie de la production est automatisée. Donc, il y a des robots qui travaillent et que ça marche très bien. Donc, comment on est parti de cette image des années 50 à cette image d'aujourd'hui? En réalité, c'est énormément de connaissances qui a été accumulée avec le temps. Donc, et cette connaissance a été accumulée grâce à des grandes masses de chercheurs et des gens qui sont dans l'innovation industrielle, qui ont travaillé des années et des années avec des petites améliorations successives et avec beaucoup de publications, avec beaucoup de recherches fondamentales qui se traduisent par la suite en recherche appliquée et ainsi de suite. Donc, c'est quoi le lien avec le logiciel? Donc, quand on développe du logiciel ou qu'on maintient du logiciel, les techniques qu'on utilise, en fait, on a deux cas de figure. Soit on s'intéresse à des artefacts logiciels qui sont d'intérêt général. Et dans ce cas, on a à peu près le même schéma que celui que je viens de décrire pour la production automobile. Soit on s'intéresse à des artefacts qui sont plus niches ou spécifiques à un domaine. Et donc, ce type de raisonnement, d'avoir plein de gens qui travaillent, qui produisent la connaissance et qui la transforment et tout, ne s'applique relativement pas. Donc, et donc, c'est quoi la différence entre des artefacts logiciels qui sont d'intérêt général et des artefacts logiciels qui sont spécifiques à un domaine? Je dirais, pour les artefacts logiciels qui sont d'intérêt général, je dirais, c'est souvent une énorme communauté d'utilisateurs. Donc, par exemple, les IDE, par exemple, les langages de programmation ou des langages de modélisation. Donc, il y a énormément, des milliers de personnes qui les utilisent soit en recherche, soit en pratique. Et donc,
ça suscite l'intérêt, il y a une demande et puis il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. De plus, tous ces artefacts à usage général ont un nombre fixé ou un nombre limité ou bien défini de tâches. Donc, par exemple, pour le développement logiciel, on a le débogage, le test, la complétion de code, le refactoring. Donc, c'est une nomenclature de problèmes qui sont bien définis et sur lesquels travaillent les gens. Donc, c'est pour ça que les gens compétitionnent ou améliorent ou publient ou des choses comme ça. Quand on est dans les artefacts qui sont spécifiques à certains domaines, là, on a une communauté très limitée de gens qui s'intéressent à ça. Je pense à les langages spécifiques au domaine, donc Domain Specific Languages, ou certaines librairies de code qui sont très spécialisées pour faire un certain nombre de choses. Donc, ça, on a un nombre limité. Et aussi, les tâches qui peuvent être associées à ces artefacts-là peuvent être très diverses. Par exemple, si on parle des langages spécifiques au domaine, ce n'est pas juste écrire un programme et l'exécuter. On peut faire de la simulation, on peut faire de la certification, par exemple en avionique ou des choses comme ça. Et donc, c'est très difficile d'avoir une grosse masse de personnes qui travaillent sur les mêmes types de problèmes. C'est jamais une dichotomie comme ça. Souvent, on peut passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire on peut commencer avec des choses qui sont domaine spécifique, mais la communauté et l'intérêt grandit tellement que ça passe dans le general purpose. Et l'exemple que j'ai observé récemment, c'est un petit peu tout ce qui est les pipelines pour utiliser l'apprentissage automatique en neurosciences, par exemple. Il y a quelques années, il n'y avait rien. Maintenant, si on va sur GitHub et qu'on cherche, on va trouver plein de projets, plein de recherches là-dedans, plein de publications qui sont spécifiques à ça. Donc, on peut passer, dépendamment de la taille de la communauté, de l'intérêt, de la mode et du financement et ainsi de suite, on peut passer de quelque chose qui est très spécifique à quelque chose qui devient un peu plus général et donc on bénéficie un peu plus. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, je vais parler de quelques tâches qui sont de type domaine spécifique et qui c'est intéressant de voir comment on peut essayer d'automatiser ou d'apprendre de la connaissance pour ce type pour effectuer ou automatiser un certain nombre de tâches. En fait, je présente 3 que je vais reprendre plus tard dans cette présentation. Et puis, il y en a 2 que je présente juste comme d'autres exemples sur lesquels on a travaillé. Par exemple, le premier exemple, c'est le test, la validation des modèles ou des programmes écrits dans des DSL, des langages spécifiques au domaine. Donc, comment s'assurer que quand on définit un langage, que les modèles ou que les programmes qui sont décrits dans ce langage sont valides par rapport à ce langage-là. Le deuxième problème, c'est si on a, par exemple, un DSL et on veut transformer les modèles qu'on décrit dans ce DSL, comment automatiser ce processus de transformation, sachant qu'on n'a pas plein de gens qui réfléchissent à ça. Le troisième exemple, c'est quand on parle d'API ou de librairies de code qui sont spécifiques, particulières. Donc, comment on peut s'assurer, comment faire des mécanismes qui valident que les clients qui utilisent ces librairies sont en train de les utiliser de la bonne façon. Il y a aussi, on a travaillé sur le refactoring pour les DSL. Donc, si on fait des modèles ou des programmes à l'intérieur de certaines DSL qui sont très spécifiques, ce n'est pas du Java, c'est autre chose. Comment s'assurer qu'on puisse trouver des règles de qualité, refactorer ces modèles pour que ça marche quand même si on n'a pas la masse de connaissances. Et aussi, comment aider les gens à écrire des requêtes pour les bases de données qui sont un peu liées à ce domaine-là, au type de données qui sont dans les bases de données. Donc, ça, c'est les exemples sur lesquels on a travaillé, mais je vais reprendre un petit peu les 3 premiers par la suite. Donc, si on veut apprendre des artefacts logiciels à partir d'exemples, il y a en gros, il y a 2 phases parce que apprendre et exemple, donc ça introduit 2 concepts. Et donc, ces 2 concepts, on aimerait savoir comment on va prendre en compte ces 2 concepts. Donc, le premier, c'est les exemples. Donc, comment obtenir des exemples puisqu'on veut apprendre à partir d'exemples. Et la deuxième, c'est comment passer des exemples à de la connaissance qui va nous permettre d'automatiser ou d'assister les gens
dans leur tâche. Donc, pour obtenir des exemples, au fait, dans les applications qu'on a étudiées dans je dirais, les 10 dernières années, on a 3 cas de figure. On a soit des domaines où les exemples existent déjà parce que les gens les faisaient manuellement. Donc, typiquement, si des gens faisaient des modèles et qui simulaient ces modèles et ainsi de suite, ben, on a déjà ces modèles qui ont été faits à la main ou leur transformer dans un modèle de simulation ou des choses comme ça. La deuxième, c'est de travailler avec des experts du domaine pour qu'ils nous expliquent à travers des exemples. Donc, souvent, quand on s'assoit avec un expert et on lui dit comment je peux décrire ça, ils ne peuvent pas nous donner la connaissance, mais ils peuvent nous donner des exemples. Donc, à travers des exemples, imagine, tu as le concept A, tu as le concept B, puis le concept A est relié à B. Donc, si tu as ça, tu vas avoir cette situation-là, par exemple. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des exemples prototypiques. Et ensuite, on a une autre façon aussi, par exemple, pour les DSL. Si on a déjà une description d'un DSL, on a la possibilité de générer des instances ou des modèles de ce DSL automatiquement avec des critères de couverture, par exemple, ou des choses comme ça. Et par la suite, on peut compléter les exemples avec une procédure d'étiquetage qui permet de compléter cette connaissance-là. On va voir des exemples d'étiquetage un peu plus tard dans cette présentation. La deuxième partie, c'est comment dériver la connaissance à partir d'exemples. En fait, il faut le voir comme, si on veut résumer un petit peu tout ce processus, on imagine qu'on a un espace de solution possible qui est plus ou moins défini. Et la dérivation de connaissances, ça consiste à explorer cet espace-là pour sélectionner les solutions qui sont conformes aux exemples. Donc, l'exploration de cet espace est guidée un peu par les exemples. Et donc, le plus qu'on a des solutions qui sont conformes aux exemples, plus on est en train de trouver ce qu'on cherche, en quelque sorte. Donc, pour revenir à l'histoire d'obtenir des exemples, je vais revenir sur les types d'applications ou de tâches que j'ai mentionnées un peu plus tard et montrer quel type d'exemple on peut avoir. Donc, si on veut aller sur le test et la validation de modèles pour des DSL, par exemple, les exemples, c'est des instances de cette DSL. Donc, par exemple, ici, j'ai pris différents types de DSL et puis j'ai des instances de ces DSL. Et l'étiquetage de ces exemples est simple. En fait, il suffit juste qu'un expert regarde ça et nous dise oui ou non, est-ce que le modèle est valide ou invalide. Donc, ça, c'est un étiquetage simple. Donc, juste, il regarde et dit, ah oui, ça marche. Et puis celui-là, ah non, on ne peut pas faire ça. Il n'a pas besoin d'expliquer forcément dans les choses qu'on fait nous. On a juste besoin de savoir est-ce que le modèle est valide ou n'est pas valide. Pour une autre tâche, là aussi, c'est des exemples qui ont besoin d'être étiquetés, mais l'étiquetage est un peu plus complexe. Donc, par exemple, si je veux travailler sur la transformation de modèle, donc comment apprendre une transformation de modèle, donc j'ai besoin de connaître si je dois transformer un modèle d'un langage source vers un langage cible, j'ai besoin d'avoir déjà des exemples de modèles sources, donc des modèles comme celui-là. Là, j'ai pris un cas connu qui n'est pas forcément domaine spécifique, mais qui permet d'illustrer un petit peu le propos. Donc, ça, c'est un diagramme de classe simple. Et donc, je veux le transformer en schéma de base de données relationnelle. Donc, si j'ai ça que j'aurais pu générer automatiquement ou collecter et tout, je dois compléter ça en disant c'est quoi son équivalent en schéma relationnel. Et ça c'est un étiquetage complexe parce qu'il faut vraiment que je produise un autre modèle qui correspond à ce modèle. Et l'étiquetage peut être encore plus complexe en allant dans le grain fin. Quelle partie de ce modèle correspond à quelle partie de l'autre modèle? Pour certaines techniques qu'on a utilisées, on n'avait pas besoin d'aller jusqu'au grain fin. Pour d'autres techniques qu'on a explorées, on avait besoin d'aller sur ce grain fin parce que ça permettait d'avoir des solutions de meilleure qualité. Un troisième exemple d'exemple pour apprendre comment utiliser les API. Là, c'est un cas de figure où on n'avait pas besoin d'étiqueter les exemples. Tout ce qu'on avait besoin, c'est d'avoir un ensemble de clients qui utilisent l'API et d'exécuter ces clients-là sur des cas de test ou peu importe.
et ensuite de collecter les traces d'exécution. Donc, juste on collecte les traces d'exécution et avec juste les traces d'exécution, on était capable d'aller apprendre les règles de comment bien ou des patrons de comment bien utiliser ou ne pas utiliser l'API. Donc là, c'est un cas de figure où les exemples n'ont pas besoin d'être étiquetés, on peut automatiser tout le processus sans avoir d'intervention. Maintenant, on a les exemples, peu importe le type d'exemple qu'on a. Donc, comme vous avez vu, chaque type de tâche a besoin d'un type d'exemple en particulier. Donc, peu importe, dans tous les cas de figure, comment passer des exemples à la connaissance. Là, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt, c'est une exploration d'un espace de recherche. Donc, on définit un espace de recherche, donc des possibilités. Et ensuite, on cherche les solutions. La connaissance qu'on cherche, c'est une des solutions qui est à l'intérieur de cet espace-là. Et la qualité d'une solution, c'est la conformité avec les exemples. Donc, et j'aimerais juste attirer l'attention à ce niveau de la présentation, c'est qu'on n'est pas au stade d'automatiser complètement. On est au stade de recommander des choses. Donc, on ne peut pas avoir la prétention dans l'état de l'art qu'on a aujourd'hui de carrément apprendre un programme et avec les yeux fermés, l'exécuter demain et de donner, puis on dit ça va fonctionner. On est dans un cas de figure, on va recommander un programme et les gens peuvent l'altérer ou en fonction des connaissances qu'ils ont. En fait, on réduit le besoin en main-d'œuvre en faisant une partie du travail. Donc, les programmes, les connaissances qu'on veut, c'est des choses comme des programmes, des règles, des contraintes ou des choses comme ça qui sont exécutables parce que c'est ce qui change un petit peu avec les algorithmes évolutionnistes qui sont utilisés dans plein d'autres cas. Nous, les solutions qu'on cherche, ce n'est pas un vecteur ou de bits ou des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose d'exécutable, un programme, des règles, des contraintes qu'on peut exécuter et ainsi de suite. L'autre particularité de cette famille de problèmes, c'est que les artefacts eux-mêmes sont complexes. Donc, encore une fois, c'est vraiment une syntaxe, une sémantique. Donc, ça peut être des choses très complexes avec des liens à l'intérieur, des choses comme ça. Donc, et puis, le dernier aspect qui est important aussi, c'est que non seulement ces artefacts sont complexes, mais ces artefacts, ils manipulent des entrées-sorties qui elles-mêmes sont complexes. Donc, si on parle de transformation de modèle, en entrée, ce n'est pas un vecteur de données, un vecteur numérique ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un modèle complexe avec des types de nœuds, avec des types de liens, avec un certain nombre de contraintes. Et ce qui produit en output, des fois, c'est des choses simples, mais des fois aussi, c'est des choses complexes. Donc, ça rend un petit peu la tâche moins triviale parce que, justement, c'est difficile de valider toutes ces choses-là. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est quoi la nature des problèmes qu'on résout là-dedans? Et rapidement, l'idée de multi-objectif est venue très rapidement, l'optimisation multi-objectif, parce qu'on a toujours l'objectif 1 qui est la conformité avec les exemples. Donc, c'est ce que j'ai mentionné depuis le début. Un programme est un bon programme s'il permet de traiter les exemples correctement. Mais il y a aussi beaucoup ou dépendamment des types de problèmes, on a des objectifs qui sont non fonctionnels. Par exemple, des gens qui travaillent sur les genetic programming, par exemple, ce que je vais mentionner un peu plus tard, connaissent le problème de l'explosion de taille, ou si on ne contrôle pas la taille des solutions, on peut sortir avec des choses très grandes, mais qui rendent leur compréhension ou leur utilité un peu plus discutable, même si d'un point de vue fonctionnel, ils traitent bien les exemples. Donc on va vers quelque chose multi-objectif. Et naturellement, comme on apprend des programmes, donc l'idée d'utiliser de la programmation génétique multi-objectif est un petit peu naturelle, je dirais. La question qu'aujourd'hui est inévitable, les gens disent, oui, machine learning et deep learning maintenant est en train de révolutionner le monde. Pourquoi tu utilises la programmation génétique et tu n'utilises pas le machine learning ou le deep learning? En fait, il y a différentes raisons, en tout cas pour l'état d'aujourd'hui, qui font que les machine learning ou le deep learning ne s'appliquent pas vraiment à ça. La première, c'est la quantité d'exemples qu'on peut avoir. Donc ici, les exemples ne sont pas utilisés comme des exemples,
comme on ferait en machine learning, par exemple, et on essaie d'inférer, de généraliser à partir de ces exemples. Mais les exemples sont utilisés comme une spécification d'un programme. Donc, on n'en a pas besoin de milliers ou de centaines de milliers ou de millions de points de données pour faire apprendre quelque chose. On a quelques exemples qui expliquent vraiment, qui essaient de cerner un petit peu la spécification des programmes ou des artefacts qu'on veut apprendre. Donc, la plupart de ces techniques-là qui généralisent à partir de beaucoup d'exemples ne sont pas applicables. Toujours dans l'idée de spécification, quand on fait du machine learning ou du deep learning, on essaie d'éviter l'overfitting parce que justement, on veut généraliser en dehors de l'échantillon et des choses comme ça. Dans notre cas, on est dans des specs. Donc, on ne veut pas généraliser en dehors des specs, on veut être conforme aux specs. Donc, ça, c'est aussi une autre raison pour laquelle. La dernière raison, et je le répète encore une fois aujourd'hui, apprendre des programmes, des choses complexes, des programmes avec le machine learning ou le deep learning, des choses qui sont exécutables et tout, ça reste un grand challenge jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu des présentations juste d'apprendre des séries d'actions de robots, donc dans un espace qui est relativement bien défini et bien délimité. Apprendre des séquences de robots continue d'être un challenge pour ces gens-là. Donc, je pense apprendre des règles de transformation de modèles ou des choses comme ça demeure quelque chose qui n'est pas encore possible. Et je dirais aussi, comme on est dans la recommandation et tout, on se satisfait de ça. Donc, on ne prétend pas avoir quelque chose qui marcherait tout le temps et tout. C'est toujours quelque chose qui marche, modulo les exemples que nous avons. Donc, qui dit multi-objectif, programmation génétique multi-objectif, c'est un peu le mélange entre la programmation génétique classique, où on a le cycle classique. Je crée une population de programmes, je l'évalue sur les exemples, et puis si je trouve une bonne solution, voilà, j'ai mon programme. Sinon, je vais appliquer des opérateurs génétiques, et puis je remplace ce truc, et puis je vais boucler sur ce cycle-là. Et l'optimisation multi-objectif, là, je donne un exemple d'un algorithme qui est le Non-Dominated Sorting Algorithm, qui est le NSGA2, où, en fait, ce cycle-là, on le fait un peu différemment, où on commence avec une moitié de population qu'on génère plus ou moins arbitrairement. On applique des opérateurs génériques pour générer une autre moitié, donc pour compléter la population. Ensuite, on a un ordonnancement par dominance, en fait, ou sans dominance, dans lequel on va mettre toutes les solutions qui dominent les autres solutions dans un front et ainsi de suite. Ensuite, celles qui sont dominées uniquement par le premier front, on les met dans le deuxième front et ainsi de suite. Et l'idée de dominance, c'est qu'on dit qu'une solution domine une autre solution si sur tous les objectifs sont égaux, au moins égaux, et au moins un objectif est meilleur dans une solution. Donc, on dit une solution domine une autre si elles sont à égalité au moins sur tous les objectifs et au moins un objectif, elle est meilleure. Donc là, on établit une relation de dominance. Donc, on finit avec un certain nombre qu'on appelle des fronts qui sont ordonnés. Le front 1, c'est en général le Pareto, c'est les solutions qui sont dominées par aucune autre solution. Le front 2, c'est les solutions qui sont dominées uniquement par le front 1 et ainsi de suite. Et ensuite, pour décomposer pour revenir à notre cycle, on prend la moitié de ça et on le crée dans une autre demi-population. Le problème qu'on a ici, c'est quand la moitié tombe à l'intérieur d'un front, sachant qu'à l'intérieur du front, ils ne sont pas ordonnés. On n'a pas d'ordonnancement total. Donc là, souvent, on utilise une mesure de diversité qu'on appelle le crowding distance, qui permet juste de situer chaque solution par rapport aux autres dans un espace défini par les différents objectifs. Et plus une solution est éloignée des autres, plus elle a une chance d'être sélectionnée parce qu'on veut avoir une diversité et injecter une diversité. Donc ça, c'est comme une sorte de diversité sur la fonctionnalité et non pas sur la représentation des solutions. Donc, une fois qu'on a ça, l'autre moitié, on revient au cycle et ensuite on itère là-dessus.
Donc, ça, c'est la chose qui est générale, mais si on veut l'appliquer à un problème particulier d'apprentissage d'artefacts, dans notre cas, on va travailler sur plusieurs aspects. On va travailler sur comment définir notre espace de solution. C'est quoi les limites de notre espace de solution? Qu'est-ce qui est possible? Quels sont les artefacts possibles? Donc, ensuite, comment représenter une solution dans cet espace-là? Et comment générer une population initiale, donc c'est ce qu'on appelle l'encodage. Ensuite, comment dériver des solutions à partir des solutions existantes, donc ça c'est des opérateurs génétiques. Comment évaluer les solutions, c'est quoi les objectifs et comment calculer le fitness des solutions. Et enfin, quelles sont les stratégies de recherche et les paramètres de recherche. Donc, quand on parle de stratégie de recherche, par exemple, il y a différents types de mutations. Il y a des mutations avec mémoire ou pas de mémoire. Donc, il y a beaucoup de variations dans les stratégies qu'on peut utiliser pour des problèmes spécifiques. Donc, je vais commencer avec un premier cas où on a essayé d'apprendre les règles de bonne formation pour un DSL. Par exemple, on définit une DSL. Là, je prends un exemple de state machine, une représentation, une façon de représenter les state machines relativement simple. Et donc, je dis, c'est ça, j'ai des états, j'ai des pseudo-états, j'ai des transitions et ainsi de suite. Donc, puis, à partir de cette description, je peux créer des state machines. Donc, ça, c'est un bon truc, ça marche. Le problème, c'est que si j'avais créé ça, ça marcherait aussi avec cette description de ce langage-là. Donc, parce qu'il n'y a rien qui dit qu'un fork doit avoir 2 sorties ou un join doit avoir au moins 2 entrées, par exemple, dans cette description-là. Donc, pour compléter cette description, j'ai besoin de définir des règles de bonne formation, des instances de ce langage-là. Et donc, souvent, on peut les exprimer, pour forcer ça, on peut les exprimer sous forme, ici, des invariants OCL, par exemple. OK? Donc, on dit, si j'ai un fork, il faut que l'ensemble des sorties de ce fork, la taille de la sortie de ce fork soit strictement supérieure à 1. Et inversement, pour le join, il faut que l'ensemble d'entrées soit strictement supérieur à 1. Donc, ça, c'est clair. Les gens ont l'habitude des informations, travailler là-dessus. Il y a des publications, les gens travaillent sur OCL. Mais si j'ai un langage qui est très domaine et que je vais écrire ces règles de bonne formation avec des experts du domaine, soit j'ai des bons informaticiens qui comprennent ça, qui vont mettre le temps là-dessus, soit c'est difficile de dire aux experts, vous allez écrire des règles de bonne formation OCL qui nous assurent que tout ce que vous avez dans la tête va marcher dans notre modélisation. Donc, l'idée, c'est, est-ce qu'on est capable d'apprendre ces règles de bonne formation en fournissant uniquement un ensemble de modèles bien formés et mal formés? Donc, si j'ai des experts, je vais générer des modèles, je vais leur demander de regarder ces modèles et me dire est-ce qu'ils sont bien formés ou mal formés. Et est-ce que moi, je suis capable, juste à partir de ça, d'aller trouver l'ensemble des règles de bonne formation qui sont capables de discriminer entre les deux ensembles? Donc, ça, c'était un travail qu'on avait fait en 2013 sur comment apprendre ces règles. C'était un peu une application directe de la programmation génétique qu'on avait fait à l'époque. Donc, c'était comme, on a une solution, c'est un ensemble d'invariants OCL. Donc, chaque invariant, il a un contexte et puis une spécification. Et puis, on essayait de trouver c'est quoi le meilleur ensemble. En fait. Pour générer de nouvelles solutions, c'est classique. On prend comme un single cut point où c'est simple. On prend un ensemble de contraintes OCL ou d'invariants, un autre ensemble. On coupe en deux et on s'échange les sous-ensembles et puis ça marche. La mutation, c'est on peut muter à l'intérieur d'un ensemble en enlevant un invariant, rajoutant un invariant ou en combinant des invariants. Mais on peut travailler aussi à l'intérieur de chaque invariant à partir duquel on peut changer un opérateur logique de comparaison. On peut incrémenter, décrémenter une constante numérique ou des choses comme ça. Donc, un certain nombre de choses.
Et les objectifs, ben, on veut que ça soit la meilleure discrimination entre les exemples valides et invalides. Mais aussi, on veut contrôler la taille parce que ça peut devenir très, très gros avec des parties de contraintes qui ne veulent rien dire ou qui sont de tautologie quelque part ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est à peu près la façon dont on a travaillé au départ. Les résultats étaient bons, mais on a rapidement frappé un mur si on voulait avoir des contraintes sophistiquées, des choses comme ça, parce que l'espace de recherche était énorme. Si on dit n'importe quelle expression CL qui s'applique sur le langage, on a un ensemble presque infini et c'était difficile de converger vers les bonnes solutions, je dirais. Donc, ce qu'on a commencé à regarder, c'est comment réduire cet espace de recherche. Et en fait, on s'est basé un petit peu sur un travail qui a été fait un petit peu avant et qui étudiait les contraintes OCL ou les règles de bonne formation d'un grand ensemble de métamodèles qui existaient. Et dans ce travail, en particulier Juan Cadavid, qui était le premier auteur de ce travail, a regardé est-ce que ces contraintes suivaient des patrons récurrents. Et il s'est aperçu, en fait, qu'il y avait un certain nombre de patrons, un ensemble très limité de patrons, et que ces contraintes-là, c'est soit des instances de ces patrons ou des combinaisons d'instances de ces patrons. Et donc, au lieu de chercher n'importe quelle expression OCL, ce qui nous donnait un espace énorme dans lequel on devait chercher, on cherchait des instances et des combinaisons d'instances d'un nombre limité de patrons qui s'appliquaient au langage en question qu'on visait. Donc, ça devenait comme juste chercher des instances. Donc, au lieu d'aller un grain très fin, on allait vers des instances de patrons. Et ça a réduit énormément l'ensemble des possibilités et ça a augmenté énormément la convergence pour ça. Un autre problème qu'on a rencontré assez rapidement aussi, et ça c'était un travail que je vais expliquer après, que j'ai fait avec Édouard Bateau, c'était on allait toujours on convergeait vers un optimum local et à partir duquel on ne pouvait pas sortir. Donc, c'est ce qu'on appelle le single fitness peak. Et je vais expliquer cette problématique. Imaginons qu'on ne cherche pas des well-formance rules, mais des expressions arithmétiques. Donc, j'ai une expression arithmétique qui prend deux entrées, qui produit une sortie. Et j'ai des exemples qui spécifient c'est quoi ça devrait être cette expression. Donc, si je regarde ça et j'essaie de voir qu'est-ce qui marcherait, quelque chose qui va venir rapidement, c'est C égale 2 fois A plus B. Donc, ça marche pour les 4 exemples. Ça marche, j'ai 100% de fitness ou d'accuracy, puis c'est très bien. Maintenant, si j'avais 5 exemples, cette solution ne marche pas parce que le 5e exemple ne marche pas et la vraie solution en réalité, c'est A au carré plus B. OK? Mais maintenant, imaginons le processus qui va essayer de me conduire de ces exemples vers cette expression arithmétique. Donc, prenons notre population de solutions. Là, j'ai mis 9 solutions et on a 5 exemples. OK? Et comment chaque solution résout l'exemple. Donc, un carré vert veut dire que cette solution résout bien cet exemple-là. Au début, c'est un peu random, donc on a mis 50-50% quand on génère random les solutions, mais par la suite, ben, ça évolue. Notre population évolue à chaque génération. Et ce qu'on s'aperçoit au bout d'un certain temps, c'est qu'il y a des exemples qui sont résolus par beaucoup de solutions et quelques exemples qui ne sont pas résolus par ces solutions-là. Mais comme ils ne sont pas nombreux, donc on ne leur donne pas beaucoup d'importance. Et on donne un peu d'importance aux solutions qui résolvent beaucoup d'exemples, mais pas forcément ces exemples-là. Et souvent, comme on l'a vu, si l'exemple 4, c'était celui qui nous a changé de 2 fois A à A au carré, ça veut dire qu'on n'arriverait peut-être jamais à trouver le A au carré. Parce que si je calcule le fitness et puis je rank mes solutions,
ben, j'ai ces alphas-là, qui sont 80%, qui résolvent 80% des cas, et qui vont, durant l'évolution, ils vont dominer l'évolution jusqu'à rendre la population un peu homogène vers ces alphas. Et donc, je vais arriver avec le 2A plus B, même si ce n'est pas 100%, c'est quand même 80%. Et je vais perdre des solutions comme celle, par exemple, de la solution 0, qui est très faible, mais qui a le mérite de résoudre un exemple que les autres ne résolvent pas. Je perds cette expertise parce que globalement, le fitness ne la favorise pas. Et donc, l'idée qu'on a eue donc avec Édouard, c'est de dire, on peut s'inspirer de ce qu'il fait dans la recherche d'information. Donc, dans la recherche d'information, ceux qui connaissent TF-IDF, quand on fait une recherche sur Google, par exemple, les documents qui sont rendus, c'est un mélange de comment ces documents contiennent la requête qu'on cherche, mais aussi un peu modulé avec comment ces documents sont particuliers par rapport aux autres documents. Qu'est-ce qui est spécifique à ces documents qui n'est pas dans les autres documents? Et donc, on s'est un peu inspiré de ça pour définir une mesure qui ressemble un petit peu… Oh, j'ai été un peu trop loin, excusez-moi. Une mesure qui booste un peu les exemples, les solutions qui résolvent des exemples que les autres solutions ne résolvent pas. Donc, non seulement on donne de bons points pour les solutions qui résolvent beaucoup d'exemples, mais on donne aussi des points à des solutions qui résolvent des exemples que les autres solutions ne résolvent pas. Donc, c'est un peu notre TF-IDF, mais comme une mesure de diversité sociale, qu'on appelle, parce qu'on compare les solutions entre elles par rapport aux exemples. Donc, ça, c'était un papier qu'on avait publié en 2018 et dont j'espère on est dans les dernières étapes d'avoir une version journal dans les jours qui viennent là-dessus. Si on regarde maintenant les résultats de ça, donc on a comme on monte sur deux langages, donc Project Manager et puis le State Machine. On a la première colonne qui est la colonne, je dirais, la colonne sans la diversité, celle-là et celle-là. Et puis, on a cette colonne-là où la diversité est un objectif supplémentaire et cette colonne où la diversité remplace le crowding distance, c'est-à-dire la diversité qui est par défaut dans NSGA. Donc, et on regarde que non seulement le marron, c'est le nombre de générations, c'est-à-dire la convergence, au bout de combien de générations on a trouvé la meilleure solution. Donc, on voit que non seulement, surtout comme la diversité, comme une crowding distance, qu'on peut trouver des solutions assez rapidement et de manière relativement uniforme par rapport aux autres, où ça, c'est plusieurs exécutions et comment il y a une uniformité sur ces plusieurs exécutions, parce qu'on est dans des algorithmes probabilistes. Mais aussi, au bleu, c'est la qualité des solutions qu'on trouve. Donc, on arrive à trouver des solutions qui sont beaucoup plus rapides, de meilleure qualité, beaucoup plus homogènes entre les différents runs des exécutions. Donc ça, c'était… On était impressionnés, même nous, on ne s'attendait pas à ce que la convergence soit aussi rapide et que la qualité des solutions soit aussi bonne en introduisant juste cette mesure de diversité comme une distance, crowding distance. On a regardé ça aussi, la sensibilité un peu plus en détail sur comment chaque solution évolue, comme chaque exécution, comment les solutions évoluaient vers la meilleure chose. Donc, on plotait un peu l'accuracy à chaque génération. Et donc, ça, la première graphique que je montre ici, c'est sans la diversité sociale. Ensuite, la diversité sociale comme un objectif, on voit déjà qu'il y a une meilleure convergence. Quelques solutions continuent de se chercher à travers le temps, mais la majorité arrive rapidement à des choses intéressantes. Mais ce qui nous a le plus impressionné, c'est vraiment avec la diversité comme une crowding distance, à quel point on a une uniformité, peu importe l'exécution qu'on fait, on va toujours converger rapidement vers de bonnes solutions, à quelques petites exceptions. Donc ça, c'était l'exemple où on avait une application directe de la programmation génétique et ensuite, on avait un petit peu comment on améliorait ça pour rendre la chose un peu plus, qui marche un peu mieux. Je vais aller rapidement sur le cas des transformations de modèles. Donc ça,
je pense pas que j'ai besoin d'expliquer beaucoup pourquoi on devrait, pourquoi c'est difficile, pourquoi il fallait apprendre les transformations de modèles. Et pour ça, je voulais juste donner l'analogie de la traduction de langage naturel. Donc, si vous allez sur Google et vous cherchez la traduction de un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras, vous allez avoir quelque chose qui, dans le sens, est équivalent, mais dans les mots, est complètement différent. Donc, ce n'est pas une traduction mot à mot ou des choses comme ça, c'est vraiment une traduction de sens. Et c'est très bien fait. Et tout ça parce qu'il y a d'énormes corpus qui ont été utilisés pour apprendre des choses, pour faire de la traduction. Mais si je veux traduire du kabyle, qui est un langage en Afrique du Nord et en particulier en Algérie, vers de l'inuktitut, bon courage. Je ne pense pas qu'il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus ou pas du tout, ou très peu. Peut-être il y en a des gens qui sont exotiques, mais il y en a pas. Et les gens travaillent peut-être sur le kabyle lui-même ou sur l'inuktitut, mais quelqu'un qui travaille sur la traduction de cette langue en autre langue, surtout des expressions comme quand les poils des ânes deviennent gris en vieillissant, qui veut dire que ça n'arrive jamais comme ça, qui se traduit quand les corbeaux seront blancs en inuktitut, c'est une expression aussi. Donc, ça, on n'aura jamais cette possibilité-là. Donc, nous, quand on veut générer des bases de données à partir du UML, des choses comme ça, on est plutôt du français vers l'anglais. Mais si on veut faire des modèles de plomberie avec des simulateurs et des choses comme ça, on est plutôt dans le kabyle à l'inuktitut, par exemple. Et donc, c'est pour ça que ça justifie un peu de travailler là-dessus. Comment ça se passe? Là, les exemples, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des modèles et leur transformer. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver les transformations qui sont le plus conformes à ces exemples-là. La même chose, on encode une solution comme un rule set, un ensemble de règles avec des règles. Les règles, ils ont des patterns d'entrée, des patterns de sortie. Ils essayent de reconnaître un patron dans un modèle en entrée, puis ils produisent un patron dans le modèle en sortie. Et puis, surtout, ils font le lien entre les deux patrons, c'est-à-dire ils populent un peu le patron de sortie à partir des éléments ou des informations qu'il y a dans le patron d'entrée, ce qu'on appelle les bindings. Des exemples comme ça c'est OnJS, c'est un langage de description de règles où on essaie de trouver des classes, un héritage, et puis on le transforme sous forme de table avec une clé étrangère ou des choses comme ça. Crossover, c'est comme on l'a fait tout à l'heure, c'est un ensemble de règles. Donc, on va utiliser un single cut point et puis on échange les règles, on fait solution. Et puis, les mutations, on ajoute des règles, on supprime des règles, on change les target patterns, on change les source patterns, on fait du rebind, les liens entre les targets et les sources et ainsi de suite. C'est un peu plus sophistiqué que ça, mais grosso modo, c'est un peu ça. Et ensuite, pour les objectifs, en fait, on veut maximiser le full match entre les modèles qu'on attend et les modèles qui sont produits par les solutions candidates. On accepte des partial match parce qu'on veut aller dans le bon sens et puis on veut minimiser les no-match entre les modèles produits et puis les modèles attendus. Et puis, on contrôle la taille de ces règles-là aussi. Là, c'est pareil, on a travaillé, ça a donné de bons résultats. On était content de publier des papiers et tout, mais on n'était pas content parce que, en fait, il y avait beaucoup de limites. On enlevait des contraintes un peu partout pour que ça marche, mais si on remettait ces contraintes, ça ne marchait pas. Donc, et une des premières limites, c'est que souvent, les exemples, il y a des contradictions apparentes dans les exemples. Par exemple, ici, si je prends ça, j'ai une association de classes. D'un côté, je crée une clé étrangère et d'un autre côté, je crée une table avec deux clés vers les tables qui correspondent à ces deux classes. C'est quoi la différence entre les deux? C'est un peu les cardinalités. Donc, ça veut dire que nos règles, il faut qu'elles soient sophistiquées pour aller voir les propriétés des éléments et ainsi de suite pour avoir cette sophistication. Il y a aussi ce cas de figure, par exemple, où j'ai deux classes avec les bonnes cardinalités, une lien avec les mêmes cardinalités, mais d'un côté, il produit une seule table qui est la concaténation des deux tables.
et dans l'autre cas, il produit deux tables avec des clés étrangères entre les deux tables. Et si on regarde un petit peu c'est quoi la différence entre ces deux-là, on s'aperçoit que le contexte est important parce que l'adresse ici, elle est liée uniquement à customer. Elle n'est pas liée à autre chose, alors qu'employé, elle a d'autres associations. Donc, je ne peux pas la fusionner parce que ça va un peu poser problème par rapport aux autres associations qu'elle a. Et donc, ça rend l'espace de recherche très compliqué et résoudre ces incohérences apparentes n'est pas toujours facile pour un processus d'apprentissage. L'autre problème qui est encore plus complexe, c'est comment si je faisais juste, je reconnais un patron, puis j'ai instancié un autre patron, c'est facile. Mais si je fais des choses comme comment générer des graphiques à partir d'une table de données, ben, ce n'est pas juste je prends 48 000 et je le mets dans la table de données. Je dois calculer la taille d'une barre proportionnellement aux autres barres qui sont dans le tableau. Donc, je dois faire des opérations arithmétiques sur les valeurs qui sont dans le tableau pour pouvoir générer ces barres de façon proportionnelle et ainsi de suite, au lieu que ce soit des valeurs absolues. Et là, mon espace de recherche explose parce que j'ai des opérateurs arithmétiques, j'ai des fonctions que je dois appeler, j'ai des fonctions de concaténation de chaînes. J'ai un patron et j'ai un patron. J'ai beaucoup de choses à faire qui sont d'une complexité telle que je ne peux pas. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? J'essaie d'appliquer le principe de diviser pour régner, comme on dit. C'est-à-dire que je vais couper mon processus d'apprentissage en plusieurs étapes. Je vais commencer en première étape à analyser mes exemples pour détecter s'il y a des incohérences. Et s'il y en a, je vais diviser mes exemples en sous-ensembles cohérents, simples. Ensuite, donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je vais appliquer mon multi-objective genetic programming sur chaque sous-ensemble pour générer des règles de ce sous-ensemble-là. Et là, je réduis la complexité parce que je ne me préoccupe pas d'aller trouver ces choses compliquées et tout. Et je peux me concentrer, par exemple, à rajouter des appels de fonctions, des opérateurs arithmétiques ou de chaînes ou des choses comme ça pour complexifier mes règles. Donc, je maîtrise un peu mon espace de recherche. Je le fais pour chacun des sous-ensembles. À la fin, j'intègre toutes les règles que j'ai trouvées dans les différents sous-ensembles. Et là, je vais avoir quelque chose qui va être contradictoire parce qu'il y a une règle qui dit quand tu as ça, il faut faire ça, et la même règle, une autre règle qui dit quand tu as ça, exactement la même chose, il faut faire autre chose. Donc, il faut que je résolve ça. Et là, j'ai un autre processus qui est aussi un processus de recherche pour essayer de raffiner mes règles pour que ça marche vraiment. Donc, rapidement, c'est ce que je viens d'expliquer, diviser mes exemples en poules, appliquer sur chaque pool mon programmation génétique, mélanger les règles et ensuite essayer d'utiliser un algorithme, par exemple ici Simulated Annealing, qui consiste à juste ajouter des conditions. Je ne modifie pas les parties actions des règles parce que les parties actions trouvent exactement ce que je cherche. OK? Ce que j'ai besoin, c'est de dire, j'ai ces deux règles-là, la partie prémisse est exactement la même dans les deux règles et la partie conclusion est différente. Donc, qu'est-ce qui manque dans une des règles pour que je la spécialise un peu plus et donc je rajoute des conditions dans les prémices. Par exemple, ici, ce que je vais faire, je prends cette règle-là et à l'intérieur des prémices, je vais rajouter d'autres conditions qui vont me dire, comme tout à l'heure, si je n'ai pas d'autres associations liées à ça, là, je peux concaténer l'étape. OK? Donc, je ne modifie jamais la conclusion, je modifie juste les prémices. Et là, on a fait des choses. Donc, quand on fait la programmation génétique uniquement sur les poules et quand on prend comment ils performent globalement à l'intérieur des poules en moyenne, ils performent très bien. Dès qu'on intègre les règles, la précision tombe beaucoup. Le recon, non, parce on génère toujours les bonnes choses, mais la précision tombe beaucoup. Et une fois qu'on a fait ce raffinement, la précision augmente et même augmente des fois mieux que dans chacun des poules parce qu'on a un peu plus de précision sur la façon de faire les choses. Dernier exemple, là, je suis désolé, j'ai un peu pris un peu plus de temps, mais dernier exemple, c'est comment apprendre des patrons temporels d'utilisation des API. Donc, comme j'ai dit, il y a les API, il y en a plein qui sont compliqués, des fois c'est des milliers de méthodes et tout ça.
Et Walid, souvent, on n'utilise pas une API avec une seule méthode. C'est Walid, souvent, oui, je peux t'interrompre pour poser ma question? ouais. Une question. Pour la, pour la transformation de modèle, j'essaie de... la question n'est pas bien formée dans ma tête, mais est-ce que la complexité de ce que tu veux faire ne dépend-elle pas de si les langages sont context sensitive ou context free? Qu'est-ce que ça ajoute ou qu'est-ce que ça enlève comme complexité? Um, En fait, c'est sûr que la nature du langage va intervenir. Parce qu'en fait, il faut transformer ça en l'espace des possibilités. C'est le plus que l'espace des possibilités est grand, le plus la tâche est compliquée. Donc il faut ramener la définition du langage ou la nature du langage à l'ensemble des possibilités. En fait, on a toujours procédé comme ça. C'est ce que je fais souvent, ce que je donne comme conseil à mes étudiants souvent. Je dis, il ne faut pas avoir peur de s'attaquer à un problème complexe. Donc, quelque chose qui n'a a priori pas de solution. Ce que tu fais, c'est au début, tu commences à enlever des contraintes, simplifier ton problème. OK? Par exemple, le traiter dans un contexte, par exemple, si on dit context free ou quelque chose comme ça, fais-le pour ça. OK? Trouve des solutions et ensuite réinjecte tes contraintes là pour essayer d'aller vers le vrai problème. Et là, trouve des solutions pour passer de ta solution qui est naïve, qui est un peu brute de force au début, qui te permet peut-être d'avoir un bon papier dans un forum moyen, mais qui te positionne vis-à-vis de la communauté. Et ensuite, remets tes contraintes pour aller au problème le plus complexe et essaye de les résoudre. Donc, c'est pour ça que tout le talk que je viens de faire, à chaque fois, c'est un peu comme ça. C'est brute de force, papier, reconnaître les limites et ensuite travailler sur les limites pour avoir un meilleur papier. Enfin, quand je dis papier, c'est résultat parce qu'on fonctionne comme ça. Et c'est un peu comme ça. Donc, je n'ai pas réfléchi à ça, mais c'est ce que je peux répondre rapidement. C'est comment tu amènes la nature de ton langage à l'espace de recherche des programmes. Et c'est ça. Parfait. Donc, pour revenir à l'apprentissage des patrons temporels, et je m'excuse, mais en fait, moi aussi, je me posais une question tout à l'heure, mais je pensais attendre à la fin. Wally, Oui. en fait, pour rebondir sur cette question-là de context free language ou sensitive, j'imagine qu'en fait, ça ne change pas grand-chose à la fin. C'est juste dans un cas, on ajoute plus de contraintes et dans un autre, on en a moins en termes de règles. Mais comme je dis, ça change la nature, la taille et la c'est nature de l'espace. Oui, exact. Mais tout à l'heure, en fait, il y a dans l'exemple où, en fait, que tu as présenté, où il fallait, où l'objectif était de trouver les well-formed roots. Mm-hmm. En fait, je n'étais pas sûre de bien comprendre cette histoire que l'observation que vous avez fait ou l'étudiant avait fait était que les mêmes patterns revenaient. Ouais. Je ne suis pas sûre. L'exemple était basé sur des contraintes OCR. Oui, en fait. Je ne sais pas si tu peux élaborer plus parce que ce n'est pas clair pour moi comment est-ce que. Ça dépend en fait de la complexité du langage, j'imagine. Mais Ouais. Mais en fait, ouais. disons qu'il l'a fait en partant, je pense, de probablement quelques centaines de métamodèles. Il a ramassé quelques centaines de métamodèles. Certains étaient des métamodèles de la communauté de recherche ou des choses comme ça, comme les eCore, tout ça, Ouais. UML, tout ça, mais beaucoup, réseau de Petri. Il a ramassé plein de métamodèles et certains étaient avec des partenaires industriels. C'était une collaboration entre l'INRIA Rennes et puis il y avait des gens en Allemagne aussi qui participaient à ça et tout. Donc, ils ont ramassé un grand ensemble ils ont commencé à regarder les invariants OCL qui venaient avec ces métamodèles qui permettaient de compléter la bonne formation. Et ils regardaient, ils essaient de classer ces invariants dans
un ensemble de patrons. Et donc, il y avait, par exemple, quelque chose qui teste, qui s'assure, par exemple, de la cardinalité d'une association, par exemple. Ça, c'était un invariant. Il y avait des invariants qui touchaient sur la réflexivité, par exemple, les liens de réflexivité d'une classe avec elle-même. De s'assurer, par exemple, qu'on dit, ben, une personne peut être le parent d'une personne, mais il ne faut pas que ce soit la même personne. OK? Ouais. Donc, ça, il y avait un ensemble de patrons. Donc, il les a classés. Je pense qu'il y avait une vingtaine de patrons. Il les avait classés. Et il a réussi à montrer que tous les métamodèles qu'il a ramassés, c'était des instances de ces patrons ou des combinaisons d'instances de ces patrons avec des opérateurs logiques ou d'implication ou des choses comme ça. OK. Donc, c'est comme ça qu'il avait procédé. Et donc, peut-être que ce n'est pas vrai, mais si c'est vrai pour la majorité des cas, ben, on peut l'utiliser comme proxy pour s'assurer d'avoir des contraintes un peu plus compliquées et non pas chercher un peu une aiguille dans une botte de foin. OK, d'accord, je vois. En fait, ce que j'avais compris at first, au début, c'était que au méta-level, on peut extrapoler et voir tous ces métamodèles comme des graphes et avoir un peu un ensemble de contraintes graphiques qui s'appliquent à partout. En fait. À la fin, ça ressemblait à ça, à la fin, parce que les patrons étaient génériques. Ils n'étaient pas spécifiques à un métamodèle, ils étaient génériques. Et elles portaient sur le méta-méta, bien sûr, parce que pour exprimer un patron que tu peux instancier sur les métamodèles, tu es obligé d'aller au niveau plus abstrait. Mais ils ont fait ça comme top-down, bottom-up, pardon. Ils ont fait ça bottom-up, ils ont parti des contraintes et ils ont essayé de voir comment on pouvait abstraire des patrons un peu plus haut niveau. OK, super, merci. Merci. Donc, pour revenir à l'apprentissage des patrons temporels d'utilisation des API, donc, comme je dis, il y a des milliers de méthodes, mais ce qui est important, c'est qu'on n'utilise pas une méthode, juste une méthode. Il y a quelques API où on peut appeler juste une méthode, mais il y a beaucoup d'API où on appelle plusieurs méthodes et la séquence d'appel de ces méthodes ou de pas appel de ces méthodes, elle est logique, elle est importante. Le problème, c'est que souvent, les classes ou des choses comme ça, les API et tout, sont documentées un peu élément par élément. Donc, on perd la vision globale. Donc, chaque méthode, par exemple, on regarde qu'est-ce qu'elle fait, puis quels sont les prérequis ou des choses comme ça. Mais on n'a pas une vision globale. Ou quand on a une vision globale, c'est dans une documentation globale qui est souvent pas faite pour ça. C'est un peu verbose, comme on dit. Et donc, il faut chercher vraiment beaucoup pour comprendre comment utiliser ça. Donc, l'objectif, c'était, est-ce qu'on est capable, en analysant un certain nombre de clients qui utilisent l'API et en regardant spécifiquement comment le client interagit avec l'API à travers des traces d'exécution, par exemple, est-ce qu'on est capable de trouver des patrons récurrents d'utilisation de l'API? D'accord? Donc là, je donne un petit exemple où on voit avec les trucs rouges, à chaque fois qu'on appelle une méthode, un peu plus tard, on appelle l'autre méthode, par exemple, ou des choses comme ça. Et l'objectif, c'est de trouver des patrons un peu de cette nature. Ça, c'est en LTL, c'est un langage de logique temporelle, de description de logique temporelle, où on a des opérateurs logiques, mais on a aussi des opérateurs temporels. D'accord? Et donc, si je prends cette formule-là, ça veut juste dire que si j'appelle la méthode C, alors soit je dois appeler la méthode A tout de suite après et j'appelle pas B du tout jamais, soit je n'appelle pas A tout de suite après, et à ce moment-là, je peux appeler B un peu plus tard. Donc, en gros, c'est cette formule-là. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on veut apprendre. Je vais donner des exemples tout à l'heure qui sont un peu plus concrets, mais ça existe beaucoup. Donc, on a validé que ce type de contraintes existe énormément. Là, c'est pareil, on utilise le même principe avec une petite variation où on n'essaye pas de trouver, une solution n'est pas un ensemble de contraintes, de patrons, mais plutôt on pense à chaque patron est une solution et ensuite on renvoie comme le Pareto ou un ensemble de patrons qui sont les plus conformes. Donc, on n'essaye pas de trouver l'ensemble. On cherche chaque contrainte toute seule ou chaque patron toute seule parce que les patrons sont relativement indépendants contrairement aux autres problèmes qu'on a vus. Les règles entre elles ou la bonne formation, des fois, qui sont interdépendants. Là, les patrons sont indépendants. Et donc, on va juste chercher
l'ensemble des formules à l'intérieur de cet espace pour lesquelles ces formules ne sont pas falsifiées ou très peu falsifiées par les traces. Donc ça, c'est un travail qu'on avait fait en 2018. Donc là, on encode les patrons. Comme les patrons, c'est des arbres, c'est des expressions régulières. Donc, c'est des arbres avec des nœuds qui sont soit logiques, des opérateurs logiques ou des opérateurs temporels. Et les feuilles de ces arbres-là, c'est les appels de méthode. C'est vraiment les appels de méthode, comme ici, M1, M2, et ainsi de suite. Les opérateurs génétiques, comme c'est des arbres, donc souvent le crossover, on swap les sous-arbres. Donc, on prend un sous-arbre et puis on les échange. Et puis, les mutations, c'est soit on modifie un appel de méthode, soit on modifie un opérateur logique, soit on modifie un opérateur temporel, par exemple, pour faire des mutations. Quelque chose que je n'ai pas mentionné, pourquoi on insiste beaucoup sur les mutations et pourquoi des fois on va vers des mutations sophistiquées? Parce que, comme j'ai dit, les choses qu'on cherche sont très complexes et la probabilité de converger est relativement faible. Et donc, la probabilité que tout le matériel génétique soit présent dès la génération un peu aléatoire de la première population, donc la probabilité que tout le matériel génétique dont on a besoin, elle est faible. Donc, on utilise la mutation pour injecter du matériel génétique. Et comme beaucoup d'applications en programmation génétique, la probabilité de mutation sont plus élevées que ce qu'on fait d'habitude dans les algorithmes évolutionnistes. Donc, dans les algorithmes évolutionnistes, c'est le crossover qui est le plus fréquent et les mutations sont vraiment rares de temps en temps avec des faibles probabilités. Alors qu'en programmation génétique, quand on cherche des structures complexes et on sait qu'on n'a pas le matériel génétique dès le départ, souvent on donne un peu plus, on se permet un peu plus de mutations pour tester du nouveau matériel génétique. L'évaluation, donc, on utilise un model checker comme notre machine virtuelle à quelque part. Notre programme, c'est les contraintes ou les formules, les patrons temporels. Et la chose qui nous permet de les exécuter, c'est vraiment le model checker qui prend les traces, qui prend les formules et qui vérifie jusqu'à quel point ces formules existent dans les traces. Donc, ceux qui utilisent le model checking, ils comprennent, on a un certain nombre de mesures comme le support potentiel, qui est le nombre d'événements dans la trace, dans notre cas, où la formule peut s'appliquer. OK? C'est ça, c'est le support potentiel. Le support, c'est le nombre d'événements dans la trace qui pourrait falsifier la formule, c'est-à-dire c'est un sous-ensemble du support potentiel, mais qui ne le fait pas. D'accord? Donc, ça, c'est le support. Et la confiance ou le confidence, c'est le rapport du support sur le support potentiel. Donc, le plus qu'à chaque fois où elle peut s'appliquer, elle s'applique, le plus on a une confiance dans cette formule-là, par exemple. Plus on a d'autres objectifs. Là aussi, on a fait ça. On avait des résultats relativement bien, mais on était limité sur un certain nombre de choses. Donc, le problème, on l'avait simplifié, ça marchait, mais dès qu'on voulait aller un peu plus loin, c'était un peu plus limité. Et il était limité par la taille de l'espace de recherche, encore une fois, parce que n'importe quelle expression LTL sur les milliers de méthodes ou les milliers de méthodes qu'il y a dans l'API, là, on se retrouve avec un espace énorme. On a aussi des patrons qui sont comme inutiles ou non impraticables, ou je ne sais pas comment on dit ça. Ça, c'est souvent, en fait, quand on divise l'espace, comme je le montre ici, en fait, on a des formules qui sont tellement grandes qu'on ne peut même pas les exécuter, on ne peut même pas les vérifier, de voir ou des choses comme ça. On a aussi à l'intérieur de ça, des fois, on a des choses triviales comme des grandes formules qui sont des tautologies, qui sont vraies tout le temps ou des choses comme ça, peu importe. On a aussi ce qu'on appelle des formules qui sont exécutables, mais qu'un humain ne peut pas lire. Parce que vous avez vu, dès que la formule devient grande, c'est super difficile de la comprendre. Je me souviens avec mes collaborateurs,
Ayman ou Michaelis ou assis devant un tableau à essayer de déchiffrer une formule LTL pour la ramener à un langage naturel, pour la comprendre. Donc, c'était compliqué. Et puis, on a des formules qui sont comme compréhensibles par les humains. Et celle-là, c'est le plus idéal parce que quelqu'un peut le regarder et puis dire non, 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 ça n'a pas de sens ou ça a du sens. Donc, il fallait travailler pour un petit peu résoudre tous ces problèmes-là. Une façon de résoudre le problème, c'était de dire, au lieu de partir avec n'importe quelle expression LTL qui porte sur les méthodes de l'API, en fait, on va aller avec des patrons qu'on connaît, ceux qui regardent ça un petit peu sur les spécifications et tout ça, connaissent les patrons de Dwyer, par exemple, où c'est quelques patrons qui nous permettent de cibler beaucoup de situations d'intérêt pour l'utilisation des API. Là, on en a 4. Donc, X est toujours suivi de Y, X n'est jamais suivi de Y, X est toujours suivi à un moment donné par Y, ou X n'est jamais suivi par Y, ni tout de suite, ni plus tard. Donc, ça, c'est les formules de base. Et ensuite, on combine ça avec des opérateurs logiques pour essayer de… Là, l'espace devient un peu plus petit. Et aussi, on peut contrôler la taille des formules parce qu'on peut dire que les combinaisons logiques, on s'arrête à un niveau ou 2 niveaux, pas plus, par exemple. Donc, comme ça, on peut contrôler la taille. Et donc, ça, on a fait ce travail qui est sorti l'année dernière dans un journal où on a essayé de faire ça. Donc, et puis, on a regardé, on a essayé d'apprendre on a fait ça avec 45 mobile apps et 8 API connus. Et donc, on a essayé d'apprendre sur un sous-ensemble des applications, des clients qui utilisent des API et tester les patrons qu'on a trouvés sur d'autres applications qui utilisent ces API, mais qu'on n'a pas utilisées pour dériver les API. Et donc, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, vous avez toujours l'API, la partie apprentissage et l'API, la partie test. Et on voit toujours qu'on a des valeurs de confidence des patrons qui sont relativement similaires entre l'apprentissage et le test, sauf dans un cas où on a une très grande variabilité, parce que ça, c'était une API qui était très particulière, entre autres. Donc, on peut dire que les patrons qu'on apprend sont généralisables. Et donc, même si quelqu'un va écrire un nouveau client, il y a des chances que les patrons vont s'appliquer pour son client, à quelque part. L'autre chose, on a aussi regardé à la main, justement, je mentionnais le problème de la signification de ces patrons. Est-ce qu'ils sont utiles pour les gens? Est-ce que je peux poser une question encore, oui. Wari? Par rapport au précédent slide, en fait, est-ce que ça pourrait être un indicateur d'une mauvaise API ou quoi? Oui, en fait, oui, si on s'aperçoit qu'il y a non, en fait, c'est pas forcément. Mais... Ouais, je veux dire, le fait que vous ne puissiez pas trouver des patterns d'usage, ouais. est-ce que c'est un indicateur que c'est aussi l'API a été mal ça se peut. Mal, par exemple, mal dans conçu, par exemple, dans Widget, on a une grande variabilité dans la confiance des patrons. Et ça se pourrait que les gens qui l'ont fait, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait bien. Effectivement. On a trouvé aussi des patrons qui n'étaient pas documentés. On a cherché, on n'a pas trouvé ce patron-là dans la documentation, par exemple. Donc, pour donner un exemple de patron, on avait une API base de données et on a trouvé des choses intéressantes. Par exemple, on dit pour le premier patron, on dit pour une base de données, quand on appelle update, après avoir appelé update, si on appelle le close, donc on ne peut plus rappeler on open parce qu'on a déjà fermé ou des choses comme ça. Donc, il y a des choses comme ça. Et puis le deuxième patron qui est un peu plus compliqué, ça aussi, on a regardé, on a décomposé la formule en bouts pour essayer de formaliser chacune des bouts. Puis ça avait beaucoup de sens. Donc, on dit que si la méthode utilisée pour extraire des données de la base de données
implique la compilation de nouvelles instructions et ouvrir un nouveau objet dans la base de données après chaque requête. Alors, compiler les requêtes qui ont été compilées ne peuvent pas être réutilisées parce qu'à chaque fois, il fallait rappeler l'objet avant de les utiliser. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on a regardé aussi. Je vais arrêter là parce que je pense que j'ai abusé un peu de votre temps. Je voulais juste remercier les gens de l'équipe Géode, soit des anciens étudiants, des collaborateurs ou des collègues. Donc, il y a tout ce monde-là qui a travaillé sur l'apprentissage des artefacts en utilisant la programmation génétique multi-objective. Mais je voulais mentionner aussi que beaucoup de ces idées-là viennent d'autres catégories de projets qu'on est en train de faire et qui concernent la réparation d'artefacts parce que c'est un problème corollaire. C'est-à-dire apprendre de nouveaux artefacts ou réparer des artefacts, ça revient un petit peu à la même philosophie, sauf qu'on ne démarre pas de rien, on démarre de quelque chose qui existe et on essaie de l'adapter. Et notamment, par exemple, la correction d'erreurs dans les transformations des erreurs sémantiques, ça c'est le travail qui est fait par Zara et Jessie, ou l'adaptation, quand un métamodèle change, qu'est-ce qu'on fait avec les modèles ou les transformations qui ont été faites sur la base de l'ancienne version du métamodèle? Comment les adapter automatiquement, les réparer pour que ces artefacts continuent de fonctionner? Ça, c'est des travaux qu'on a fait avec Wael, avec Edouard ou avec Michaelis aussi. Donc, pour résumer, j'ai parlé de l'automatisation et comment c'était important dans le génie logiciel d'accumuler les connaissances pour faire de l'automatisation. J'ai parlé d'un processus en 2 étapes, obtenir des exemples et ensuite dériver la connaissance à partir de ces exemples. J'ai parlé de quelques tâches spécifiques sur lesquelles on a testé ces idées-là. Et pour chacune des tâches, j'ai montré quelles étaient les limites de l'application directe de cette philosophie et comment on a sophistiqué un peu cette application pour rendre les approches un peu plus efficaces, un peu plus fonctionnelles, malgré des limites qui sont liées à la programmation génétique. Donc, je vous remercie de votre attention et puis je serai content de répondre aux questions. Merci beaucoup à toi. Très intéressant. Je commence à comprendre le génie logiciel. Donc, les questions, allez-y si vous avez des questions. OK, je vais partir le bal, OK? Vas-y. J'ai parié sur combien de temps ça va prendre avec Mounir pose une question. Parce que là, je suis en plein dans son domaine. Écoute, non, en fait, on était censé travailler un peu sur ces affaires-là, alors c'est juste des clarifications. Bon, l'outil formel que tu utilises au départ pour essayer un peu comment dire, de répondre aux problèmes de base, c'est donc NSGA2. Là, on utilise beaucoup, on a utilisé d'autres algorithmes, mais on utilise beaucoup NSGA. Oui. En fait, ça fait pas mal de temps que cet outil est utilisé dans le cadre des travaux que toi et Marwan faites aussi. Et je lui ai déjà fait ce commentaire. Bon, NSGA, essentiellement, c'est un algorithme de solution de problèmes d'optimisation à objectifs multiples et qui essaye de trouver les fronts de Pareto, comme tu l'as très bien expliqué. Sauf que les fronts de Pareto, en fait, c'est des solutions de compromis, en fait. Hein? On a plusieurs objectifs qu'on a en tête et quelquefois, ces objectifs se contredisent. Et ce qu'on essaie de trouver, en fait, c'est une espèce d'équilibre où il n'y a pas de gagnant et il n'y a pas de perdant. Donc, on est quelque part où est-ce que tout le monde est satisfait de sa misère parce qu'il sait que le voisin aussi souffre de la même misère ou que chacun est satisfait de ses gains parce qu'il sait que les autres n'ont pas mieux que lui. Alors, ça, des fois, ça pose des problèmes, OK?
sauf évidemment si les objectifs sont synergétiques, c'est-à-dire ils se renforcent mutuellement, et puis c'est tout. En fait, je vais attendre la fin de ta question, mais j'ai pas mal d'idées là-dessus. Voilà, en tout cas. Donc, ma première question, c'était celle-là, les objectifs. Est-ce que c'est ça qui vont tous dans le même sens? En fait, OK, vas-y, après je te en pose fait, on a deux façons de voir les objectifs. On a on voit les objectifs dans l'évolution et on voit les objectifs à la fin dans le Pareto. Donc, en fait, les objectifs dans l'évolution, on leur donne la même importance. Mais à la fin du Pareto, il y a des objectifs, ils sont hiérarchisés. Il y a des objectifs qui sont plus importants que d'autres. Par exemple, on contrôle, l'objectif de la taille est important durant l'évolution parce qu'on peut contrôler la taille, mais à la fin de la journée, la taille, on le contrôle tellement bien durant l'évolution qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est la solution qui marche et non pas la solution qui marche moins bien, mais qui est un peu plus petite. Donc, souvent, la plupart des choses, si je parle par exemple des règles de bonne formation, on arrive toujours avec un Pareto à la fin où les solutions ont une taille à l'intérieur d'une fourchette qu'on a définie et avec nos techniques, les solutions ont quasiment 100% d'accuracy. Donc, il y a même des cas où on se retrouve avec un Pareto égal à 1. Parce que dès qu'il y a une solution qui a 100% d'accuracy et qu'elle reste dans la fourchette de taille qu'on a définie, puisqu'en réalité, la taille, on la normalise quand même entre 0 et 1 en étant loin ou proche de la fourchette qu'on a définie de taille. Donc, c'est un peu plus. Donc, à la fin, il y a quand même une hiérarchisation des objectifs et souvent, le choix d'une meilleure solution dans le Pareto à la fin, elle n'est pas si compliquée que ça. C'est-à-dire, on n'essaye pas de trouver un compromis. On sait qu'on a contrôlé la taille, on est content avec la fourchette de taille qu'on a obtenue et on prend les solutions ou la solution qui a la meilleure valeur sur la conformance aux exemples. OK. Donc, tu fais confiance à l'algorithme, mais tu vérifies quand même. À la fin, oui. Oui, à la fin. Okay, mais il y a une différence entre quelque chose qui est important et quelque chose qu'on veut contrôler durant l'évolution. Yes, sir. Mon autre question, c'était, dans ce contexte multi-objectif, en fait, moi, mon expérience, c'est qu'il y a une approche alternative qui peut-être, des fois, donne de meilleurs résultats. C'est les essaims particulaires, okay? Les particle swarm optimization. Et je ne sais pas si tu as déjà utilisé ça. Ben, on a publié ensemble là-dessus. Oui, mais pas pour ce type de problème. Ah, mais on a travaillé sur la transformation de modèles avec les essais particuliers. Non, parce que la dernière fois, on l'a utilisé pour des problèmes de télécom avec Westham et ça a donné d'excellents résultats. Oui, ça peut être intéressant à explorer. Sinon, j'ai peut-être un commentaire d'ordre toujours très général. En fait, à un moment donné, tu disais tu n'utilises pas de machine learning parce que dans le machine learning, l'objectif, c'est finalement de généraliser, alors que toi, dans ton cas, en fait, c'est plus du overfitting que tu veux parce que les exemples que tu prends, c'est comme des spécifications. Ouais. En fait, quand tu utilises du machine learning ou du deep learning à saveur de jardin, là, ce que tu dis est tout à fait vrai. Okay? Disons que si tu utilises un réseau convolutionnel ou des trucs pareils, toutes les critiques que tu as faites sont valables. Mais il y a quand même des variantes, on va dire, ou des alternatives qui sont poursuivies par des gens, justement, qui ont les problèmes que tu cites. C'est-à-dire, ils ont un ensemble réduit de données et cet ensemble réduit sert de, comment dire, de ligne directrice, si l'on veut. Okay? Donc, c'est des références, en fait. Ce n'est pas juste des exemples. Et en particulier, il y a tout un domaine là, qui est apparu ces dernières années qui s'appelle l'apprentissage en quelques coups, ou encore few shot learning. Few shot learning. Voilà, qui lui est vraiment, en fait, tombe en plein dans la description de problèmes que tu as, toi. Ouais. En fait, on utilise ça, mais pour autre chose. On utilise ça, OK, par exemple, donc tu utilises ça. Oui, on pense à ce type de solution, mais pour autre chose, pour
pour Bah, la recherche de code ou des fois aussi pour la sophistication de programme. Donc, ok. j'ai vu dans l'audience, il y a Jessie qui est là, donc c'est des choses qui l'intéressent aussi. Je pense que ça pourrait être utile aussi pour ce type Ouais. de problème. Ok. Ouais. Donc ça, c'est juste un commentaire très général. Et voilà, je me tais. Alors, tu vois, c'était pas si compliqué que ça. Bon, ça fait toujours plaisir d'échanger avec toi. Merci, Mounir. Moi, Rezlan? j'ai aussi une question, oui, bien sûr. Ouais. J'ai vu que tu te prépares à te lancer. Oui, ben, en fait, je fais l'avocat du diable dans ça. J'ai utilisé par le passé aussi du NSGA 2, etc. Mais en fait, ma question n'en est pas une. Je me demande toujours, je me pose toujours la question jusqu'à quel degré cette tendance-là est applicable dans l'industrie. Ça, tu m'amènes à parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Oui. Et ça aussi, c'est un conseil que je donne souvent aux étudiants. C'est on fait de la recherche, on fait avancer l'état de l'art. On ne fait pas forcément avancer l'état de la pratique tout de suite. Et pour moi, c'est comme on peut pas être créatif en essayant de résoudre un problème réel avec une industrielle. Donc, on est obligé de couper les coins ronds ou d'aller vers des solutions qui ne sont pas des... On ne peut pas sortir un peu de la boîte, comme on dit. Donc, c'est pour ça que, pour moi, je ne prétends pas que ce que j'ai présenté aujourd'hui est applicable à l'industrie telle qu'elle aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est comme peut-être quelqu'un d'autre va venir, va regarder ça et dire « Ah, j'ai une idée comment prendre ce problème et l'amener à un autre niveau », des choses comme ça. Parce qu'autrement, il va arriver, les gens de génie logiciel qui sont autour de la table aujourd'hui comprennent en regardant l'évolution des programmes, par exemple d'ICSI ou d'autres conférences dans les dernières années, où la tendance de valider sur un cas industriel a augmenté beaucoup. Et on a perdu un petit peu, c'est ce que je disais, la diversité dans l'évolution de population. On a perdu aussi, cette diversité. C'est-à-dire, on a 90% des papiers à une époque, c'était sur les API et comment programmer avec les API. Et maintenant, on a 90% sur la recherche de code avec le machine learning ou des choses comme ça. C'est des super bons papiers, super bonnes idées, mais tous les problèmes qui sont complexes, qui ne sont pas applicables ou validables directement avec des gros masses de données d'industrie ou des choses comme ça, on perd ça. Donc, moi, mon conseil aux étudiants, c'est de dire, n'ayez pas peur de vous attaquer à des problèmes complexes que vous ne pouvez pas complètement résoudre, mais essayez de faire avancer l'état de l'art. Donc, et cela dit, il y a quelques exemples qu'on peut quand même mettre en pratique assez rapidement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une excellente réponse. Parce que ça... C'était une non-question et une non-réponse. Oui, c'est ça. En fait, c'est difficile de trouver l'équilibre. Oui, en fait, moi, j'irais un peu plus à l'extrême quand je parle de ce sujet pour dire qu'on n'est pas assez payé pour résoudre des problèmes pratiques. On est assez payé pour réfléchir seulement à des problèmes non pratiques qui sont plus difficiles. En fait, Houari et moi, on a un étudiant qui est prof au Michigan maintenant, qui lui, apparemment, a trouvé le moyen de faire de l'argent avec tout ça. Mais il résout toujours des problèmes non pratiques. Non, il est financé par Ford, par eBay, par Uber. Donc, je ne pense pas que c'est du monde qui finance pour rien. Non, oui. Voilà, OK, d'autres questions? J'aurais une question, moi. Oui, excusez-moi, j'ai remarqué votre main levée, après j'ai oublié. Allez-y. Ouais. Ben, déjà, j'appréciais beaucoup la réflexion à Gilles sur le fait que, comment on dit, on n'est pas assez payé pour rentrer dans la pratique. Là, et c'est vrai que c'est un commentaire qui m'a l'air de tenir vraiment la route, au vu des salaires qui sont donnés de part et d'autre. Moi, c'est plus pour aller sur l'idée de problèmes complexes et insolvables. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Le prochain sujet qui te tient à cœur, Wari, que tu aimerais développer?
En fait, comme je l'ai dit, il y a deux choses, deux directions. La première direction est vraiment la réparation, qui, à mon avis, est un problème un peu plus, je dirais, un peu plus ciblé que carrément apprendre un artefact. Réparer un artefact est, à mon avis, quelque chose qui est un peu plus envisageable. Et aussi, il y a toute cette réflexion sur justement ce que j'ai mentionné au début, ce que Mounir aussi a mentionné. C'est est-ce que, comme communauté de génie logiciel, comment tirer profit de toute cette nouvelle capacité d'apprentissage qu'on a? Donc, pour moi, je vais toujours travailler comme si j'ai beaucoup de données, beaucoup de données, je vais vraiment tirer le maximum des nouvelles technologies. Donc, on travaille. Je ne sais pas si Martin est dans l'audience ou pas, mais je travaille comme un étudiant, Martin, ou Adam ou Lucas, ou beaucoup d'étudiants à qui je travaille en ce moment, sur comment utiliser justement l'apprentissage profond et des choses comme ça dans des problèmes où on a beaucoup de masse de données et où on est capable d'apprendre des choses très sophistiquées. En fait, je dirais, si je veux vendre mon programme de recherche aujourd'hui, c'est que dans les millions et les millions de lignes de code qui existent depuis les 30, 40 dernières années, je dirais que le monde est déjà représenté là-bas. Un peu fouillis, un peu, mais au-delà du langage, tous les identifiants, les concepts, la relation et tout existent déjà dans le code. Est-ce qu'on est capable d'abstraire cette représentation du monde qui est dans le code déjà, et la restituer pour un certain nombre de tâches. Où avant, on assistait les développeurs sur les techniques, comment utiliser les langages et tout. Là, on les assisterait dans le domaine vraiment dans lequel ils sont en train de programmer ou de modéliser. Donc, pourquoi demander à quelqu'un de comprendre un domaine complètement avant de le modéliser? Est-ce qu'on est capable d'abstraire des notions du monde, des concepts qui se répètent, la banque, l'assurance, je ne sais pas moi, certains principes physiques, un certain nombre de choses. Et manipulation de fichiers, donc ça, c'est des choses qui a eu des programmes et des programmes et des programmes qui ont fait ça, qui l'ont bien fait, qui ont été sophistiqués avec le temps. Et donc, je pense que la prochaine étape de l'apprentissage en génie logiciel, c'est aller au-delà des propriétés langagières ou des aspects langagiers, mais d'aller plutôt vers les concepts du monde eux-mêmes, c'est-à-dire pas juste le contenant, mais le contenu. Donc ça, pour moi, c'est mon prochain défi de recherche. C'est comment abstraire le monde à partir des artefacts existants et les réutiliser pour bâtir de nouveaux artefacts. Tout un planning. Ah, tout un programme. Ouais. OK, d'autres questions? Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir à ce qui a été dit. J'ai oublié de demander s'il y a d'autres questions. Je pense qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a des questions. Merci pour cette présentation. Ça, c'est Marion. Marion? Elle doit quitter. OK. Ben, de toute façon, il y a mon courriel qui est facile à trouver, donc je pourrais répondre aux questions par courriel. Très bien. En fait, moi, j'avais fait mon commentaire que je commence à comprendre le génie logiciel, ce qui a fait rire Mounir. Je pense qu'il a bien compris. Généralement, j'assiste au séminaire de la thèse. Les séminaires de génie logiciel, je les trouve trop pratiques. Et à chaque fois, je fais le commentaire, à chaque fois, on me dit, mais c'est ça le génie logiciel. Et pour une fois, je trouve au moins, je comprends les outils. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant. Merci. Mais il faut dire aussi que Wally est très méthodique. Hein. C'est vraiment un scientifique. Donc, je te paierai à boire, Mounir. Je te paierai à boire par ce compliment. Non, c'est parce qu'il y a un peu de vrai dans ce que dit Oussam, dans le sens que quelquefois, on sent